Une question géopolitique, industrie pharmaceutique, soigner, guérir ou tuer? Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bon après-midi. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Vous le savez, depuis la nuit des temps, on parle des remèdes mortels, des crimes organisés, l'industrie du médicament jusqu'à preuve de contraire depuis les années 40 a corrompu les services de santé à se demander justement s'ils travaillent pour la guérison. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Géopolitique, industrie pharmaceutique, soigner, guérir ou alors tuer. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani. Il est notre invité cet après-midi. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bien, bonjour mon cher Josnenkos. Je suis content de vous retrouver, ça fait un petit bout. Oui. On n'a pas pu travailler ensemble pour des raisons de... J'étais sur d'autres fronts, mais toujours les fronts panafricanistes. Normal. Et puis je sais que quand je suis pas là, il y a d'excellents copanélistes qui font du bon boulot. Donc, je suis très content de te retrouver. Je suis content de retrouver Gires. Je te conseille de ne jamais l'énerver parce que si tu l'énerves, on n'a pas d'émission. Non, pas du tout. Nous dépendons de lui. Hein. On n'a pas le choix. Le rapport de force est en sa faveur. Nous le saluons. Je salue tous les abonnés, tous ceux qui sont attachés à notre chaîne, qui, comme je le dis, chaque jour qui passe, avance. Malgré les censures, malgré les persécutions des mondialistes. C'est pas, Panafricaniste TV fait son chemin et tient bon. Tiens bon. Voilà, je suis heureux de me retrouver à tes côtés. Très heureux également de vous retrouver, président Badakani. Une question qui nous taraude l'esprit: géopolitique, industrie pharmaceutique, soigner, guérir ou alors tuer? Ben, vous savez toujours, vos thèmes sont toujours compliqués. Vos thèmes sont très compliqués. Vous mettez le doigt là où il faut pas le mettre. Je pense que c'est ça aussi l'enjeu de notre combat. Oui. Mettre le doigt où on a interdit de mettre. Exactement. Tout à fait. Alors, géopolitique de l'industrie pharmaceutique, guérir, soigner ou tuer. Voilà votre thème. Oui. Quand vous parlez de la géopolitique de l'industrie pharmaceutique, vous êtes en train de parler des rapports de force qui structurent ce marché. Oui. Parce que je résume parce que la géopolitique, sa définition peut être très élastique, mais de façon essentielle, à partir du moment où on a compris les rapports géographiques, parce que la géopolitique de manière historique, de manière fondamentale, c'est d'abord un rapport à la géographie. Comment est-ce que, à partir de la connaissance de la géographie, on peut bâtir les relations entre les nations. Que ça soit dans le sens d'éviter les conflits ou de faire des conflits. Mais entre-temps, la géopolitique s'est beaucoup développée, c'est l'art de construire du leadership, de l'art de construire une domination, l'art de dominer les autres, c'est l'art d'anticiper sur les événements. C'est la géopolitique aujourd'hui, une science qui aujourd'hui, excusez-moi, c'est une science aujourd'hui qui, de la vie des nations. La vie des nations, et à la fin, finalement, ça devient une science de la vie. Parce que les relations internationales, les rapports entre les nations, aujourd'hui se confondent avec la connaissance de la vie intime de l'être humain. C'est ça que notre quotidien nous renseigne. Donc, c'est la gestion on peut dire que les rapports de force, n'est-ce pas, sur le marché pharmaceutique, déjà l'idée même que ça soit un marché, trahit déjà la nature des enjeux qui sont au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le complexe pharmaceutique. Dans le marché, il y a l'idée là-dedans de la marchandisation de la santé de l'être humain. Or, le principe fondamental de la santé, c'est que l'être humain n'est pas une marchandise. Du tout. Mais on y reviendra. Mais le marché de la santé, qui génère des profits colossaux, donnons un peu une idée à Josnenkos. On se retrouve, selon leurs chiffres, c'est-à-dire bien, d'après leurs chiffres, en 2021, on se retrouve à près de 1291 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le marché des médicaments. On est 1291 milliards de dollars d'affaires. Avec une augmentation de près de 6,8%
par rapport à 2020. C'est un marché qui est en augmentation. Donc, vous voyez donc, il y a un marché, il y a des consommateurs, il faut les inonder de produits. Et ceux qui produisent, entre guillemets, les produits, sont des industries. Les industries supposent qu'il y a des investisseurs. Ces investisseurs n'investissent pas pour vous soigner, ils investissent pour avoir de l'argent, pour gagner, pour faire énormément de profit. Et le terrain est un peu concurrentiel, même si toujours d'après les études, c'est un marché qui est très peu concentré, parce que quand vous lisez les données que nous avons essayé de collecter, mon cher Jocelyn Gauss, les 5 premiers groupes, par exemple, représentent 22% du marché mondial. 22%. On voit très bien que ce n'est pas, ils disent que c'est un marché peu concentré. C'est-à-dire que c'est la concentration, c'est-à-dire la domination des grands groupes, c'est seulement 22%, alors que dans d'autres domaines, vous avez 80%, 75%, 70%. Donc, c'est un marché qui est peu concentré. Il est dominé par les firmes occidentales en général, américaines, françaises, suisses, d'une certaine limite, et anglaises, qui se partagent ce marché. Donc, il y a de la concurrence à l'intérieur, et la concurrence suppose que chaque industrie développe des mécanismes, développe des moyens pour conserver ses parts de marché et les augmenter. Qu'est-ce que je veux par là dire? Que l'enjeu, ce n'est pas la bonne santé des gens. L'enjeu, c'est que vous consommiez le maximum de médicaments possible. Il faut qu'on pose les bases, que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Quand les bases sont expliquées, le reste du débat, c'est important. Chacun comprend ce qui se passe. Donc, à partir des fondamentaux du secteur, à savoir c'est d'abord un marché. C'est un marché. C'est-à-dire un endroit où il y a une offre qui rencontre une demande pour le profit. Pour le profit. Alors, ils vous disent, donc, nous prestons des services. Nous vendons des services. Parce que ça sortait la propagande des capitalistes. Et que bon, nous, on s'enrichit parce que on apporte des réponses à des besoins. On satisfait des besoins. Mais là, on est face à un besoin particulier. La santé, ce n'est pas les vêtements qu'on porte. La santé, ce n'est pas la boisson. La santé, ce n'est pas n'importe quel besoin. C'est un besoin particulier. Je peux me dire que s'il fallait hiérarchiser les besoins, il serait parmi les premiers besoins. Donc, il est particulier. Donc, il faut analyser la santé en tenant compte de la spécificité de la santé. Mais c'est là où on fausse tout. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. À partir du moment où c'est l'argent qui dicte le ton, parce que j'ai même mon argent pour que ça me rapporte, je suis un gosse. Ça me rapporte pas, c'est la mort. Tous ceux qui investissent dans les machines, dans la recherche et le développement, tous ces gens-là, pour vos beaux yeux, ils le font parce que, ils veulent conquérir un marché, 2, ils veulent rentabiliser au maximum un marché, 3, ils veulent être les premiers dans le domaine. Alors, il y a une dynamique maintenant qu'on a observé, c'est le coronavirus qui a trahi ça, c'est que bien que le marché soit peu concentré, mais on observe aussi une tendance à la concentration, c'est-à-dire que les grands groupes qui dominent le secteur, bien que n'étant dominants sur 22% du secteur, bon, on voit très bien que leurs normes, ils tentent à dicter leurs normes, ils tentent à imposer un totalitarisme sanitaire, n'est-ce pas, pour enrégimenter désormais la santé de l'humanité. C'est ce qui nous indique le dernier développement qu'on observe à l'OMS. J'ai longtemps parlé ici de cette assemblée générale qu'on prépare pour l'année prochaine, qui est un grand enjeu. On voit l'OMS veut devenir un super État qui désormais va régenter notre santé en excluant les États, nations, et en vous excluant vous-même. C'est ça l'enjeu de l'OMS. Heureusement, si ce que nous apprenons est vrai, des puissances comme la Russie sont déjà en train de quitter l'OMS. Les puissances comme la Russie, par exemple, la Chine, ne peuvent pas partager un pareil projet. Mais vous voyez donc l'enjeu. Donc, toujours la volonté de concentrer, d'exercer un monopole sur les normes, la production des normes censées régir le secteur, le monopole sur la déontologie, de l'idée même, non seulement des soins, mais de ceux qui procurent les soins, les médecins, de tous les agents de la santé, et l'idée de standardiser tout le système sanitaire. Écoutez, que personne ne se trompe, hein. Si les enjeux de standardisation de la santé, comme je viens de les évoquer, les enjeux liés à la volonté d'accélérer la concentration
la contestation dans le domaine, à savoir que le marché soit contrôlé par quelques groupes. Des enjeux liés à la production de la norme et de la déontologie. Jocelyn Gosse, si ça vous échappe de parler plus de la santé, oubliez la santé, parce que ça se joue là. Tout se joue là. Or, dans cet enjeu, ce sont les grands groupes qui sont derrière, et les grands groupes contrôlent l'OMS, et l'OMS aujourd'hui est à leur service. Autrement dit, l'instance mondiale qui est censée produire les normes sanitaires, Jocelyn Gosse, ne s'occupe pas de vous, s'en fout de vous, mais elle est là pour accompagner les groupes les plus puissants qui opèrent dans le secteur afin de garantir leur profit. Mais on ne vous le dit pas comme ça. Quand vous êtes un naïf, on vous dira non, on veut mieux vous soigner. C'est ce qu'on vous dira. Mais à partir du coronavirus, il n'y a plus aucun naïf sur cette terre. Personne ne peut dire que je ne savais pas. Tout le monde a vu. Donc, j'ai d'abord voulu poser ces fondamentaux pour qu'on comprenne bien la question. Parce que votre question est claire. Hein? C'est de soin, c'est l'enjeu du soin, de la guérison ou de tuer les assassinats. Alors, quand on a fait de faire ça, revenons à votre... Alors, on va prendre ces mots-là, on va les définir. Les gens vont comprendre de quoi est-ce qu'on se trouve. D'après leur propre définition, Jocelyn Gosse, qu'est-ce que c'est que guérir? Écoutez bien, il dit d'après la définition, hein? Oui. Voilà. Guérir, c'est délivrer d'un mal physique. Écoutez bien. Délivrer d'un mal physique. Rendre la santé à quelqu'un. Donc, c'est pas moi et vous qui disons ça. Ce sont eux. OK. Maintenant, soigner. Soigner, écoutez bien. S'occuper du bien-être et du contentement de quelqu'un. Du bon état de quelqu'un. Je répète. Soigner. C'est eux qui disent. C'est eux. S'occuper du bien-être et du contentement de quelqu'un. S'occuper du bon état de quelqu'un. Et si on peut étendre un peu pour s'amuser un peu, Jocelyn Gosse, on peut soigner sa clientèle, on peut soigner une chose. On peut soigner son travail. Une chose, un travail, c'est très différent d'un être humain. Exact. Très différent de la santé d'un être humain. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons déjà une confusion sémantique fondamentale entre le mot guérir et soigner d'après leur définition. Délivrer d'un mal. J'ai mal. Quand vous dites que je vous ai guéri d'un mal, vous m'avez délivré. Je ne souffre plus de ce mal. C'est-à-dire, après ma guérison, je n'ai plus aucun problème avec ce mal. Mais écoutez la différence. Par contre, quand vous dites que vous allez me soigner, c'est que vous vous occupez de mon bien-être et de mon contentement. C'est-à-dire, me rendre content. C'est-à-dire que par exemple, je suis grippé, me guérir de la grippe, c'est que je ne souffre plus jamais de la grippe. C'est ça le mot guérison. C'est-à-dire, plus jamais, à partir du moment où j'ai suivi un traitement, plus jamais je n'ai la grippe. C'est ça le principe de la guérison. Mais quand je vous soigne, quand vous êtes grippé, je vous soulage. Mais s'il s'agit de vous rendre content, je dois assurer votre contentement. Donc, vous mettre dans un bon état. Un bon état. C'est-à-dire que je vous soulage en vous donnant des médicaments qui vous soulagent. Je n'ai pas soigné la grippe. Au contraire, plus je vous donne les médicaments, plus je crée une souche, celle-là, qui va être terrible, pour que la grippe s'installe dans mon corps. Peut-être qu'il s'agit simplement d'un soulageur. Mais à force de vous donner, si chaque fois que vous êtes grippé, vous venez me voir, je vous donne les médicaments, vous dépendez de mes médicaments. C'est-à-dire que c'est quoi cette dépendance qui s'installe? La dépendance, c'est que vous-même, vous cessez d'être un acteur de votre santé. Parce que moi, j'ai un produit là, quand vous avez la grippe, c'est une question de bien-être. Vous devez être content pour aller faire autre chose, pour aller te laisser avec les capitalistes, par exemple. Vous avez besoin rapidement d'un médicament qui vous soulage. Or, du coup, je répète, vous refusez d'être un acteur de votre propre santé, vous dépendez du médicament. Et la publicité va passer le temps à vous démontrer que non, c'est bon comme ça. Vous êtes un homme vous êtes sérieux, vous avez compris la vie, à savoir être dépendant du médicament. La publicité va passer le temps à démontrer que le médicament est le meilleur. Chaque année, on produit un meilleur médicament pour la grippe, mais en fait, c'est la même molécule qui est là, mais on change de nom et d'en bas, pourvu qu'on vous démontre que c'est le meilleur médicament. Et comme vous voulez simplement être soulagé et un bien-être, vous voyez, c'est la relation de dépendance qui va s'installer entre vous et le médicament. Il y a une mutation de votre personne, sans que vous le sachiez. Vous passez de quelqu'un
qui peut être malade, qui peut devenir impatient. Je n'aime pas ce mot. Impatient. Je n'aime pas ce mot-là. Quelqu'un qui peut être malade, vous devenez un consommateur. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je peux être malade. C'est une chose. Mais devenir un consommateur, c'est autre chose. À partir du moment où vous avez muté pour passer d'un être humain qui est responsable de sa santé, qui doit gérer sa santé, pour devenir un consommateur, c'est fini. Puisque vous êtes dans une industrie qui vend le médicament comme une marchandise, un produit, qui vend un produit, et les profits générés par ce produit sont vitaux pour ces industries, eh bien, quel est mon intérêt en tant qu'industriel? C'est de vous transformer en consommateur à vie. Est-ce que vous comprenez la démonstration? J'analyse un système, c'est systématique. Professeur Balek aurait dit mathématique. Parce que quand vous raisonnez comme ça, les choses sont claires. Hein? Oh, vous voulez pas naïf, vous comprenez très bien c'est quoi les enjeux de cette géopolitique des médicaments que vous avez souligné aujourd'hui dans votre thème. C'est la question que vous m'avez posée. Je suis strictement dans ce thème-là. Que vous comprenez? Donc, on vous peut passer d'un être humain responsable de sa santé par un mode de vie, par des connaissances les plus anciennes, n'est-ce pas? Et qui, à partir d'une bonne maîtrise de ces connaissances, est censé ne plus être malade, est censé évoluer vers un état de non-maladie, vivre 200 ans. Mais pourquoi pas 300 ans? Mais par le passé, il y a eu ça. C'est pas un mythe, il y a eu ça. Mais ça devient quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on dit espérance de vie, 56 ans, 66 ans, 70 ans, on dit c'est une performance. Ça fait rire. Dans les temps anciens, l'espérance de vie, c'était 100 ans, Justin Goss. Ah, vous avez fait dit ça? Non, du tout. C'était 100 ans. Mais alors, pourquoi est-ce qu'avec la médecine si avancée, on a 60 ans, espérance de vie 60 ans, on estime que c'est une performance extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez que malgré donc les performances technologiques et scientifiques, on régresse par rapport à l'humanité passée. Nous sommes en train de régresser. Nous sommes en train de régresser. Donc, vous voyez très bien la mutation qui vous fait passer d'un être humain responsable de sa santé à un consommateur est l'événement majeur de ce que vous avez appelé la géopolitique des médicaments. Les industries pharmaceutiques. Oui. C'est vraiment majeur. Parce que à partir du moment, si vous comprenez le lien qu'il y a entre le fait qu'on a fait un marché des médicaments, de deux, que votre santé est une marchandise, est-ce que les gens comprennent ça? C'est-à-dire que votre santé est une marchandise. Ça veut dire qu'il y a il y a un rapport de calcul qui, à partir des évaluations faites par les industriels qui investissent, écoutez, qui investissent et calculent donc le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, Jocelyn Goss, étudie les données de votre système de santé. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un grand enjeu sur les données, nos données médicaux. Pourquoi les industries pharmaceutiques veulent à tout prix avoir le monopole sur nos données médicaux? Mais c'est pour que, à partir de ces données, on fait des projections. On fait des calculs qui permettent de justifier, n'est-ce pas, les engagements, entre guillemets, d'investir, qui, n'est-ce pas, attendent les retours. Vous savez qu'aujourd'hui, l'actionnaire, c'est le Dieu. L'actionnaire est un Dieu. L'économie mondiale fonctionne pour satisfaire les actions. Ils vous le disent sans le cacher. Donc, si j'ai investi de l'argent, c'est à partir des données que j'ai étudiées qui me permettent de prendre un risque. C'est faux, il prend un peu de risque. L'économie mondiale a changé, il prend un peu de risque. Dès que si, comme l'argent va être rentabilisé. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, Justin Goss, j'ai intérêt à connaître votre état de santé. Les données de votre santé. Bon, le plus grave, c'est quoi? Vous pensez le plus grave? Comme c'est la loi du marché, du profit, j'ai intérêt à ce que vos données de santé corroborent mes projections. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vos données sanitaires doivent corroborer mes projections. Autrement dit, les industries pharmaceutiques sont en nous, contrôlent toutes nos données et s'assurent que notre avenir sanitaire, nos maladies, les rendent riches. Vous comprenez ça? Oui. Les rendent... Non, il faut... Ce ne sont pas des vérités crues. Je démontre ce que j'ai déjà dit, Jocelyn Goss. Nos maladies doivent les rendre riches. Nos maladies. Alors, si on n'en a pas, on crée. C'est-à-dire que si dans les projections du marché, on constate que sur un cycle de temps précis, le taux de maladie n'est plus équivalent au taux projeté du profit, qu'est-ce qu'on fait? Mais on crée des maladies. Puisque le Dieu, c'est le profit. On ne joue pas comme ça. Un capitaliste qui investit, qui perd son argent, est mort, vous le savez. Donc,
l'évolution capitaliste a démontré, fait que, aujourd'hui, on arrive à un niveau où ils ne meurent plus. Donc, ils doivent toujours gagner en éliminant ceux qui meurent. Ceux qui meurent, on les élimine. Exact. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui parce que Lénine a appelé l'impérialisme, mais aujourd'hui on appelle la mondialisation. C'est le stade où les barons du capitalisme ne meurent plus. Ils profitent toujours parce que le capitaliste, un vrai qui se lance dans la guerre capitaliste, c'est sa vie ou sa mort qui l'engage. Parce que si tu payes ton argent, tu meurs. Mais ils ont passé le temps à développer les systèmes pour ne plus mourir, pour que vous et moi meurions à leur place. Donc vous voyez très bien ce qui est en train de se passer dans les bases fondamentales de la médecine aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème, c'est la base, c'est que tu dois être malade. Il faut que tu sois suffisamment malade pour que le système soit rentabilisé. Parce qu'à partir du moment où on est dans un système qui marchandise la santé, le débat est celui-là. Sinon, on sort de la marchandisation de la santé. C'était ça le système médical avant. Avant, la santé n'était pas une marchandise. Quand vous avez ce principe de base, les données changent. Le principe des soins change. Le principe même du soignant change, Justin Goss. Dans nos villages, dans nos traditions, dans nos villages, vous savez ce qu'on appelait le soignant. Oui. C'était pas un être humain comme vous. Il n'était pas seulement un prestataire de service. Il n'a jamais été un prestataire de service. C'était un prêtre. On l'entourait d'un aura sacré. Pourquoi? Parce qu'il touche le corps d'un être humain. Il entre à l'intérieur d'un être humain. Et pour ce faire, la société est tellement exigeante envers lui, que lui, il a un type de vie que le commun mortel n'a pas. Donc, il n'était pas médecin chez nous qui veut. Il n'était pas soignant qu'il veut. Il était un sage. C'est réservé à des sages. C'est-à-dire quoi? Des gens qui étaient à l'abri de la corruption. Des gens qui étaient des gens consacrés. C'est-à-dire que les appétits matériels, ils en étaient au-dessus. Ça, c'est dans le cadre d'un secteur médical non marchandisé. Mais à partir du moment où on vous dit tous les jours, on vous cache même pas ça, on vous dit que le secteur désormais est un secteur marchand. Mais je peux la répéter ça 1000 fois. La loi qui règne, c'est la loi du profit. Et ce qu'on va vous faire croire un jour qu'il y a une équivalence entre la qualité du service et le profit, c'est faux. Le principe, c'est que la qualité soit toujours moins pour que celui qui investit gagne. La publicité a été inventée justement pour justement vous faire croire le contraire. Sinon, pourquoi on ferait de la publicité dans ce qui concerne la santé? S'il y a un domaine où on devrait interdire la publicité, c'est le domaine de la santé. Parce que, mais on n'a pas besoin de faire la publicité. Si quelqu'un me soigne bien, il est bon. Mais tout on va vers lui. On va vers lui. Mais regardez comment la publicité a investi le domaine. C'est-à-dire qu'on ment. Putain, la publicité, c'est l'art de mentir. On vous ment. Pourquoi on vous ment? Parce que le principe est clair, c'est que un être humain qui n'est plus malade n'est plus un être humain. L'être humain du 21e siècle, c'est un malade permanent. Permanent. Parce qu'il faut que le Big Pharma voit que ses gains sont garantis, M. Ngos. Mais au-delà de ça, on voit maintenant où ça dérive. Hein. On voit où ça dérive maintenant. Il s'agit d'un contrôle absolu sur l'être humain pour le faire passer à un autre niveau. À un autre stade. Alors, c'est une mutation de la santé parce qu'à partir du moment où on a la médecine moderne faisait semblant de vous soigner, à partir du moment où vous n'êtes plus un être humain, où vous êtes un post-humain, ou bien vous êtes un cyborg, ben, il y a croisement entre deux types de médecine. Un cyborg, c'est un être mélangé, il est mi-humain, mi-robot. C'est ça un cyborg, non? Bon, vous avez comment? Mais maintenant, pour le soigner, il faudra les soins que nous connaissons. Il y a un type de soins qui soit des soins liés à un robot. Vous voyez l'évolution où ça part? Vous voyez l'évolution où ça part? Mais ils ne font, tous ces gens, tous leurs problèmes, c'est de garantir des parts de marché. Il faut qu'ils aient toujours des parts de marché et que cela, leur domination, leur postérité soit éternelle. Donc, puisque vous n'êtes pas assez malade, on vous recotise. Parce qu'un robot, on peut prévoir les soins qu'on lui donne. C'est prévisible, c'est clair. C'est pas le cas pour vous, l'être humain. Donc, les enjeux sont terribles. Terminons par la notion de soin. Soin. Selon leurs mots, actes par lesquels on veille au bien-être de quelqu'un. Écoutez bien. Soin. Actes par lesquels on veille au bien-être de quelqu'un. Synonyme. Des égards, la prévenance. C'est pas la guérison.
Ce n'est pas la guérison. Mais qu'est-ce qu'on fait dans vos hôpitaux? Ben évidemment, on a bien fermé les médecins pour mentir. Ils étaient gentils, maintenant ils sont plus. Pour la plupart, ils sont des petits sauvageons pour la plupart maintenant. Mais au moins, ils savaient être gentils quand tu arrives à l'hôpital. Ils t'accueillent bien, ils te touchent, machin et consorts. C'est ça, les égards. Ce sont des égards. Nous ne voulons pas chercher à l'hôpital les égards. Nous voulons guérir. Après, ça sert de me donner des égards pour qu'après, ils ne guérissent pas. Tous les jours, je viens, tu me flattes, tu parles bien, tu me touches bien, je pars. Je reviens dans une semaine, même chose. Dans un mois, même chose. Dans 2 ans, même chose. Finalement, je dépends de toi. À la fin. C'est pas de ça. On guérit. Guérir. En Afrique, l'idée, le rapport à la maladie, c'est un rapport de guérison. C'est pas un rapport de soin. Le soin, c'est colonial. Le soin, c'est colonial. Le soin, c'est moderne. Et quand j'ai dit tout ça, Jocelyn Ngoz, on revient donc aux enjeux de cette géopolitique. Le premier enjeu, Jocelyn Ngoz, je me résume maintenant, le récit. Raconter la santé. Raconter le médicament. Dire qu'est-ce que c'est, le médicament. Le dire en rapport avec le contexte civilisationnel qui entoure l'avènement du médicament. Vous voyez très bien que vous ne pouvez pas parler de médicaments donc, en le séparant de tout l'environnement géographique, écosystémique et civilisation. C'est pas possible de le faire. Allez, le patrimoine de l'Afrique en la matière. Allez, l'histoire même de l'humanité. Lisez. C'est pas possible. Vous ne soignez pas un Chinois comme vous soignez un Africain. C'est impossible, Jocelyn Ngoz. Vous ne soignez pas un Français comme vous soignez un Camerounais. C'est impossible. Vous ne soignez pas un Pygmée comme vous soignez un aborigène d'Australie. C'est impossible. Vous savez pourquoi? À cause de la loi de l'écosystème et de la loi de l'écoculture. Mais, qu'est-ce que cette médecine, c'est quoi? Destruction des écocultures et des écosystèmes, standardisation de la santé. Ça, c'est le crime des crimes contre l'humanité, Jocelyn Ngoz. Et ça commence où? Par comment est-ce qu'on raconte l'événement qu'on appelle la maladie? En Afrique, par exemple, le malade, quand on dit quelqu'un est malade, ce n'est pas un truc où on vient, on prend un appareil, on met sur sa tête, ou je sais pas où on met ça, après on dit, on évalue, on dit, il souffre de ça. Non. C'est plus sérieux que ça. En Afrique, la maladie, c'est une remise en cause de l'état de la civilisation entière. On ne sépare pas le malade de la communauté. Mais la guerre du récit, quand je viens vous dire autre chose, quand je viens, j'isole la maladie, on l'isole dans un laboratoire, on isole la maladie dans un coin, il y a des chercheurs qui maltraitent la maladie, qui maltraitent au point de trouver des vaccins, des choses bizarres. Enfermé dans un coin pour étudier, dans un rapport avec la supposée maladie Jocelyn Ngoz, ça ne se fait pas. C'est pas ça, ça ne se fait pas, c'est même pas seulement africain. L'histoire de l'humanité demande ça. Un malade, on le soigne, en rapportant sa maladie à la communauté dans laquelle il vit, en rapportant sa maladie à son niveau de vie, à ses moyens d'existence. Vous me comprenez ce que je vous dire? Ça veut dire que quelqu'un qui gagne, par exemple, 1000 francs, ou 10 000 francs, ou 40 000 francs, venir parler de sa maladie sans tenir compte de la valeur de son pouvoir d'achat, de ses revenus, c'est un crime. C'est ce que je veux vous dire. Parce que le médecin qui vient parler de ces bêtises-là, lui, il a beaucoup d'argent. Lui, c'est un élu, hein. Lui, c'est un dieu. Ils font 7 ans d'études, par exemple. Alors, du coup, ils sont des êtres à part. Oui. Mais quand tu viens dire à quelqu'un, par exemple, qu'il a un cancer, tu peux un cancer, et c'est revenu sur 50 000 francs par mois, tu es sérieux? Tu es sérieux? Mais nous, la médecine africaine va venir demander, mais quel est ce système social qui donne 50 000 francs à quelqu'un et le rend malade pour des soins qui prennent 3 fois, 4 fois son salaire par mois? On va commencer à réfléchir par ça. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser les gens, mais je vous dis c'est comme ça. Et c'est ça qui est même vrai. Comment vous allez soigner quelqu'un, par exemple d'un cancer, alors qu'il a un revenu qui le rend malade tous les jours? Comment fait-on pour vivre dans un environnement où on gagne 40 000 francs, 50 000, 100 000 en Afrique, ou 100 000 francs, c'est 3 jours de vie. C'est 3 jours de dépenses. Et ça encore, c'est pour un privilégié. Hein? Dans un environnement urbain, par exemple, où l'argent dicte sa loi,
savez ce que ça veut dire? Mais peut-on séparer les prestations médicales de l'environnement socio-économique, de l'environnement socio-culturel, de l'environnement socio-spirituel de la personne? C'est la guerre du récit. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Le système dominant fait quoi? Il est jusqu'à vous dire que le médecin seul, c'est de quoi vous souffrez. Pourquoi? Il est docteur en médecine. Il a un papier qu'on appelle docteur en médecine. Il ne s'agit pas de dénigrer leurs études, mais on ne peut plus accepter ça. C'est inacceptable, c'est faux. Un vrai médecin sait très bien que sa médecine s'arrête devant le patient et que c'est le patient, c'est la dialectique entre lui et le patient qui permet de prescrire une véritable médication. Mais les histoires où le médecin, c'est Dieu, il sait de quoi tu souffres et il prescrit ça en toute rupture avec votre cadre social, socio-culturel, socio-économique, socio-politique, socio-spirituel. Ce n'est pas de la médecine. Il faut commencer à dire ces choses avec autorité et force. Parce que nous avons tiré la leçon du coronavirus. Ah oui, nous avons compris grâce au coronavirus que nous ne pouvons plus laisser notre santé dans les mains des médecins et leurs patrons, les grands groupes pharmaceutiques. On ne peut plus. Le coronavirus nous a enseigné sur la géopolitique de la santé. On a vu ce que c'est. On veut nous exterminer de la terre. Nous sommes trop nombreux. Nous sommes dangereux pour le système dominant. On est dangereux. On veut nous diminuer, nous exterminer. On a compris. Donc à partir de ce moment-là, l'esprit civique commence désormais par une attitude qui nous amène tous désormais à dire et à le vivre qu'un médecin ne peut pas gérer ma santé. C'était fini ça. Big Pharma n'est pas capable d'être le maître de ma santé. C'est fini ça, Jocelyn Goss. Voilà le début de la guérison. Voilà où je mets les enjeux. La guérison commence là, Jocelyn Goss. Parce que depuis la nuit des temps, on sait que nous portons en nous-mêmes notre pharmacie. La médecine, la vraie, est née de la découverte du fait que l'homme portait en lui sa pharmacie et autour de lui les ingrédients de sa pharmacie. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ça, c'est la vraie médecine. C'est comme ça que l'humanité a accumulé des savoirs extraordinaires qu'on a transmis de génération en génération. Avant l'arrivée de ces criminels, de ces assassins, qui sont venus, et ça c'est de moins de 200 ans, je sais ce que vous dire, c'est moins de 200 ans, l'avènement de la médecine moderne qui a consisté à déclasser, à dénigrer l'ancienne médecine, qui était une médecine holistique, celle dont je vous parle, pour transformer la médecine en acte médical, posé par un individu qu'on appelle médecin, lui-même esclave de Big Pharma. Vous allez voir, vous allez dans un pays comme les États-Unis, vous allez voir que la révolution médicale est l'œuvre d'un criminel, d'un vampire qu'on appelle Rockefeller, depuis au moins 2 siècles aujourd'hui. Rockefeller, c'est connu là, hein, c'est connu. À travers des fondations qu'il a créées, Rockefeller a décidé, et désormais c'est ça le projet qui est dans le monde, c'est vous qui m'avez demandé de parler de la géopolitique, des groupes pharmaceutiques. C'est vous. Je suis dedans, à plein. Je vous dis donc que vous ne parlez pas de la géopolitique des médicaments sans parler de Rockefeller. Allez voir le pouvoir que ce monsieur a aux États-Unis sur le secteur médical. Ce qui est grave, c'est quoi? C'est que ce système-là, il est en train de l'imposer au monde entier. C'est ça le problème. Monsieur Rockefeller est un acteur majeur du coronavirus. J'espère que vous le savez. Un acteur majeur. Son employé, c'est Bill Gates. C'est la fabrication. Bill Gates. Vous savez qui est Bill Gates auprès de l'OMS? Bill Gates est au-dessus des États. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Des États. Or, ce monsieur n'est pas médecin. C'est un garagiste. C'est un garagiste. C'est un gars qui sait faire le bruit dans un magasin. Les pièces se mélangent, il fait le bruit avec. Mais aujourd'hui, il est le médecin en chef de l'OMS. Alors, en quoi consistait la stratégie de Rockefeller? Ça a été de faire la guerre à l'ancienne médecine. Et de remplacer ça par la médecine industrielle. C'est-à-dire que on produit les médicaments de façon industrielle à partir d'une usine qui est approvisionnée par les matières premières, c'est-à-dire les forêts. La conséquence, c'est parce que les forêts sont en train de disparaître. C'est que tous les essences sont brevetés, ils sont dans les mains de ces gens. Et que vous avez une forêt chez vous, ça ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient plus. C'est dans leurs mains.
afin qu'eux seuls aient le monopole de la production de médicaments, c'est-à-dire de s'enrichir. Mais aussi d'avoir un pouvoir sur vous, pouvoir géopolitique, pouvoir vous tuer à travers des armes biologiques, bactériologiques. Donc, vous comprenez très bien que on ne peut pas laisser l'enjeu du récit de la santé, c'est-à-dire là de raconter l'événement qu'on appelle la maladie, l'événement qu'on appelle la guérison, n'est-ce pas? Le monopole de l'Occident sur cet enjeu-là est inacceptable, d'autant plus que ça nous mène à notre disparition. Alors, l'autre enjeu était la confusion sémantique, je l'ai évacué, la confusion conceptuelle, je l'ai évacué. À la fin, l'enjeu de l'humain. Mais vous êtes sérieux de quoi qu'un médecin vous connaît? Vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un tas de chair, vous êtes un être spirituel, vous êtes un être mental, vous êtes un être énergétique. Et quand on fusionne tout ça, vous êtes un être qui dépasse sa chair. Le médecin qui apprend les lois de ta chair, qu'est-ce qu'il connaît des lois de ton esprit? Qu'est-ce qu'il connaît des lois de tes aspirations? Et tes énergies, qu'est-ce qu'il connaît de ça? S'assoit là, avec leur blouse. Je suis désolé de parler comme ça d'eux, mais on en a marre, on est fatigué de la tyrannie médicale. S'assoit là, il te demande de le respecter, d'avoir confiance à sa science, la science infuse. Il ne sait rien. Fait 7 ans, pour prendre la médecine, ne pas dire que vous connaissez l'être humain. On ne connaît pas l'être humain. Parce que l'être humain, si on peut apprendre les lois de sa chair à l'école, on ne peut pas apprendre jamais les lois de son esprit dans une école. C'est pour ça qu'ils veulent vous robotiser. Parce qu'ils savent ces choses-là. Donc à partir de là, un peu de modestie de la part des médecins et des big pharma, mais aussi un peu de responsabilité pour nous. Aujourd'hui, l'avenir de l'engagement, de la militance, c'est-à-dire être milité pour une cause. La cause de notre liberté, Joslingos. On ne peut pas laisser notre liberté à des médecins et à Big Pharma. C'est ça l'enjeu de votre question. C'était ça l'enjeu de votre thème. Merci à vous, président Banakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques. Nous sommes ensemble. Bonne journée à toutes et à tous.